Et bien ça, c'est une démonstration qui permet de dire que ça vaut le coup d'avoir des marins français. Et voilà, si c'est 2 par semestre, si on pourrait être 4 par an, 4 contrôles par an, et bien effectivement, ça permettrait là pour le coup, de voir la fusée vraiment s'envoler, de voir la loi complètement opérante. Le patron de Piano a déclaré qu'il savait que c'était illégal, mais qu'il avait fait quand même, parce que s'il avait suivi la loi, il n'aurait pas pu le faire. Donc aujourd'hui, on a un objectif qui est clair, qui est de contrôle d'ici à la fin de ce semestre. Il faut aussi avoir ça en tête, voilà, la sécurité ne serait pas un argument suffisant à lui-même pour justifier le dispositif Le GAC. Il n'y a pas photo, cette démarche transmanche doit aider au réveil de la démarche Méditerranée qu'on attendait depuis des années. Je vois le travail qui est fait en communication, en recherche, en analyse par les organisations syndicales et je veux vraiment les en remercier. Sur l'état d'accueil, le fait qu'effectivement on doit pouvoir dégager des moyens, j'ai compris qu'il fallait que nos inspecteurs parlent anglais. En vérité, c'est ça, quelque part, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait plusieurs. On était impatients de voir le premier contrôle parce qu'on pensait que tous les moyens seraient mis en place, en œuvre. Alors, j'entends, c'est très compliqué, mais pour que, dès le premier contrôle, ce soit terminé pour ceux qui ne respectent pas la règle, quelque part, enfin, et qui trichent. Oui, il faut intensifier les contrôles. Monsieur le député, vous le dites, et vous avez bien raison. Et sinon, cette loi, elle risque d'être, je dirais, de disparaître dans son intensité. Donc il faut continuer et il faut en parler. Il faut communiquer dessus une fois que les résultats sont sortis. Il faut faire ce lobbying dont on parle, en parler auprès du grand public, intervenir auprès de l'Europe, vous l'avez dit. Alors est-ce que c'est double étage, est-ce que c'est en parallèle, peu importe, mais en tout cas c'est évidemment dans la même seringue. Mesdames et messieurs, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier Jean-Marc Rouet et Yann Le Riche pour l'organisation de cet événement auquel je n'ai pu répondre présent. Je suis pour ma part en route vers Singapour pour promouvoir notre pavillon France auprès des acteurs internationaux. L'événement de ce jour est d'une grande importance. Il se tient à l'occasion du premier anniversaire de la loi du député Le GAC contre le dumping social et votre réunion témoigne de la mobilisation des acteurs du maritime pour lutter contre des pratiques inacceptables. Inacceptables pour le bien-être de nos marins, pour nos armateurs, mais aussi pour la sécurité de la navigation. Je vous le partage de nouveau, la lutte contre le dumping social dans nos eaux est ma priorité. Premier anniversaire, disais-je, d'une loi exemplaire construite en coopération étroite avec les partenaires sociaux concernés et adoptée à l'unanimité des 2 chambres du Parlement. Ce n'est pas si fréquent et cela témoigne de l'importance de ce combat pour notre pays et au-delà. La France est aux avant-postes de ce combat. Au niveau européen, nous soutenons des règles du jeu social plus justes et équilibrées, au bénéfice des marins mais aussi des armements. Il s'agit de notre souveraineté européenne si importante aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'en discuter prochainement avec mes homologues à Bruxelles. Je souhaite que votre loi, cher Didier, puisse servir de base de discussion avec nos partenaires européens. Nous devons viser la mise en place d'une réglementation à l'échelle communautaire. C'est pour moi incontournable. Sur le transmanche, mon ministère et notamment la DG AMPA, dont je souhaite saluer l'action, entretient des relations étroites avec ses homologues britanniques. Je rappelle ici qu'un dispositif miroir à la loi Le GAC est entré en vigueur en décembre au Royaume-Uni. Une coordination se met en place pour la bonne application des 2 dispositifs nationaux. Ce point est à l'ordre du jour de l'échange que j'aurai avec mon homologue britannique à Londres le 9 avril prochain. Cette collaboration sur le transmanche nous ramène au niveau national au sujet des contrôles et de l'application de la loi. Si un premier contrôle a eu lieu fin 2024, avant ma prise de fonction, j'ai demandé à ce que 2 contrôles supplémentaires se tiennent d'ici le mois de juin. Le prochain contrôle est désormais imminent. Ce rythme de contrôle doit être pérennisé. Pour faire appliquer la loi, un lien étroit avec les équipes du ministère du Travail est essentiel. Nous devons ensemble intensifier notre effort. Je tiens à saluer la mobilisation des services de l'État en la matière. Je pense à nos services déconcentrés et bien évidemment à l'inspection du travail. Chers amis du monde maritime, je vous remercie pour votre engagement. Je sais pouvoir compter sur vous. Je souhaite à chacun de vous des échanges nourris et utiles pour notre pays. Je vous dis bonne journée et bon vent. Décrets ont été signés. Un décret en Conseil d'État et un autre un décret. Ouais. Donc
La loi, premier étage, est votée, bien votée. Ensuite, deuxième étage, c'est les décrets d'application, c'est-à-dire l'exécutif dit comment la loi votée par le Parlement va être mise en œuvre maintenant. Ça a été fait. Et le troisième étage de la fusée, pour que la loi soit opérante, il faut des contrôles d'application. C'est aussi le rôle d'ailleurs du Parlement, on l'oublie parfois. Hein, le parlementaire a comme objectif de voter la loi, mais aussi de s'assurer derrière que eh bien, le gouvernement met en œuvre ce que les parlementaires ont bien voulu voter. Et là, effectivement, ce troisième étage fait défaut, puisque donc, il n'y a eu qu'un seul contrôle. Le ministre vient d'en annoncer, effectivement, c'est déjà l'information de cette matinée, et c'est aussi pour ça que je remercie ceux qui l'ont organisé. Ça a permis effectivement d'avoir des échanges, on peut dire comme on veut, en tous les cas d'avoir des pression sur le gouvernement, et donc le ministre nous a annoncé ce matin 2 contrôles d'ici la fin du premier semestre. Et après avoir échangé avec lui, il me dit voilà, si c'est 2 par semestre, si on peut être à 4 par an, 4 contrôles par an, et bien effectivement ça permettrait de là pour le coup de voir la fusée vraiment s'envoler, de voir la loi complètement opérante. Éric Banel, vous êtes le directeur général des affaires maritimes, pêche et de l'aquaculture, une DG en taille, une direction générale qui a un point important dans la filière maritime, dans le capital. Vous pouvez juste nous dire ce que contenaient finalement les dispositifs adoptés et nous parler peut-être de ces annonces du ministre qui semblent effectivement positives, parce que je pense que ici, tout le monde attend ça avec grande impatience. Très bien, merci à tous. Merci à Nathalie de nous accueillir ici et évidemment à Jean-Marc Rouet et à Yann Le Riche pour avoir organisé ces journées. Bon, d'abord, il faut quand même partir un peu de l'origine de cette initiative et du travail qui a été fait. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais le fait marquant, ça a été 2022 avec l'affaire de Piano. Et je le répète suffisamment souvent parce que finalement, comme les médias, comme d'ailleurs nous tous, nous avons la mémoire assez courte, donc on a parfois tendance à oublier que ce fait générateur, c'était 800 marins qui, du jour au lendemain, sont virés, remplacés à moindre coût et dans des conditions d'emploi totalement dégradées. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est important de dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un choix d'ailleurs citoyen quand on prend une compagnie maritime. On ne fait pas un choix par hasard, donc on ne fait pas simplement un choix par rapport au coût, on fait un choix par rapport à un modèle social. Et ça, c'est, je pense, important de le rappeler. Ensuite, il y a eu un travail très rapide qui a été fait suite à l'appel de Saint-Malo en fin d'année 2022. Et effectivement, une loi qui a quand même, je pense, plusieurs caractéristiques essentielles. D'abord, et ça a été dit, c'est une initiative parlementaire. Alors, j'observe que dans le maritime, c'est l'administration qui le dit, mais souvent, les grandes avancées sont liées à des propositions de loi d'initiative parlementaire. Et je pense que c'est suffisamment remarquable pour être noté. Ça signifie que les parlementaires s'engagent sur les enjeux maritimes, et ça, on ne peut qu'en être satisfait. Deuxièmement, il y a eu un très gros travail qui a été fait avec les Britanniques. Alors, je suis en charge de l'administration de la mer. Je peux vous dire qu'en matière maritime, les relations avec les Britanniques, ce n'est pas le sujet le plus simple, et ce n'est pas non plus le sujet le plus consensuel. Pourtant, sur cette thématique-là, sur le dumping social, du fait de ce qui s'était passé en 2022, il y a eu un travail qui a été remarquablement aligné entre nous et les Britanniques. Ils ont même tiré un peu avant nous sur la loi, puisque la loi a été votée en mars 2023, donc la loi dite le GAC a été votée en juillet. Après, par contre, ils ont pris un peu plus de retard sur les décrets d'application, puisque les décrets d'application, ce qu'on appelle les bylaws, n'ont été pris qu'au 1er décembre, et donc le dispositif n'est en vigueur que depuis le 1er décembre 2024. On voit moins complexe qui se limite je vais y venir, avec un plus grand délai. La différence donc, entre les deux lois, c'est que côté britannique, ils ont commencé par la partie salaire minimum. Et ils ont affiché le fait que c'était une loi contraignante sur le salaire minimum uniquement, alors que nous, dès le départ, on avait dit qu'on aurait 2 volets. Un sur le volet salaire minimum, certes, mais un autre sur les conditions de repos, avec cette règle égalité entre ton embarquement et ton repos à terre. Et donc ça, c'était vraiment une volonté très forte aussi côté français, d'impliquer tout de suite les conditions de travail et pas simplement les conditions salariales. Ceci étant, j'observe, et j'y reviendrai tout à l'heure, que les Britanniques sont en train de travailler
sur les conditions de travail aussi à bord, et qu'ils sont en train de suivre notre modèle pour aller plus loin que les simples conditions salariales. De quelle manière Je vais y venir. Donc ça, c'est la partie, loi et les décrets d'application, donc la mettre en œuvre. Ensuite, il y a aussi un étage de la fusée qu'on n'a pas évoqué. En parallèle, on a proposé, et c'était une initiative du gouvernement, une charte volontaire, où les armateurs pouvaient s'engager à aller plus loin que le dispositif législatif des deux côtés, notamment sur les conditions d'embarquement, les obligations en matière d'ailleurs aussi de formation pour les jeunes et les stagiaires, donc les conditions aussi salariales, de récupération, enfin, tout l'aspect, toute la dimension sociale dans sa globalité, et qu'on a mise dans cette charte qui a été négociée, qui aujourd'hui a été signée par 4 armateurs. Évidemment, il en manque 2 qui sont particulièrement ciblés autour de cette table. Et voilà. Mais en tout cas, cet étage volontaire, il ne faut pas non plus le mettre de côté, parce que je pense que c'est important de noter que dans cette affaire, il y a eu un engagement fort au niveau du gouvernement et de l'État, mais en parallèle, un engagement fort des compagnies maritimes sur un modèle social. Ça, je pense que c'est quand même suffisamment important et pas forcément non plus très commun, en tout cas au niveau européen. Et ensuite, donc, il y a eu également tout un travail qui continue, le ministre vient de le dire, sur le modèle social européen et sur la façon dont Bruxelles accompagne cette initiative franco-britannique. Là, on est encore dedans. On est encore dans des discussions qui sont compliquées, on y reviendra sans doute plus tard, mais je tiens quand même à dire que ce qu'on a fait au niveau français et ce qui a été fait au niveau britannique, alors les Britanniques ils sont en dehors de l'Union européenne aujourd'hui, donc ils ont tout à fait le droit de le faire comme ils l'entendent, ce qu'on a fait au niveau français est encore très discuté, très contesté au niveau européen par certains États qui considèrent que la France n'a pas à prendre ce type d'initiative seule au niveau national. Et donc il y a une procédure européenne qu'on appelle un New Pilot, qui est une procédure pré-contentieuse qui est engagée contre la France. Donc voilà, donc ça c'est le tableau global. Si je regarde maintenant sur la mise en œuvre. Alors tout à l'heure avec Thomas, on reprendra un petit peu la partie opérationnelle. Sur la mise en œuvre, on a travaillé main dans la main avec la Direction générale du travail pour construire une stratégie interministérielle de contrôle, puisque comme vous le savez, sur la partie sociale, c'est l'inspection du travail qui est à la manœuvre, et que nous, on intervient sur la partie sécurité du navire, conditions de vie à bord, mais sur une partie qui finalement n'est pas forcément centrale. Donc il fallait qu'on ait une stratégie qui soit commune, conjointe aux deux administrations, ce qui supposait donc d'une part de mettre en place une planification de contrôle, mais aussi, j'allais dire, oui, alors ça c'était l'idée de la task force sociale. Tout à fait. Donc ça c'est la stratégie interministérielle de contrôle. Mais il y avait aussi tout un travail de formation, je dirais presque d'acculturation maritime de l'inspection du travail. Et ça c'est aussi le rôle de nos inspecteurs embarqués, d'aller prendre aussi donc, et expliquer comment ça fonctionne à bord d'un navire. Ensuite, il faut quand même voir aussi qu'un contrôle, c'est pas simplement, tout à l'heure je l'entendais dans une question qui m'était posée, c'est pas simplement aller à bord et, comme on le fait sur une infraction classique, donc, et revenir avec un procès-verbal. C'est très documentaire, et donc ça signifie éplucher l'ensemble des documents de bord et tous les contrats de travail. Ça, c'est un travail que fait habituellement l'inspection du travail aussi à terre, et qui prend quand même du temps, de toute façon, à mener au-delà de la simple dimension embarquée. Donc aujourd'hui, on a un objectif qui est clair, qui est de contrôle d'ici à la fin de ce semestre, le ministre vient de le dire, mais vous comprendrez bien que je ne vous en dirai pas plus, donc le contrôle qui est prévu, qui est déjà planifié, donc, est imminent. Après, je ne vais pas vous dire sur qui et où, donc dans quelles conditions. Donc ça, je pense qu'on en est bien tous d'accord ici autour de la table. Mais cette stratégie de contrôle, elle suppose vraiment un travail de fond et un travail qui aujourd'hui se fait entre nos administrations. Après, on n'est pas sur la même dimension, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais évidemment, on ne communique pas forcément sur des contrôles, on ne communique pas forcément sur des procédures qui sont engagées contre telle ou telle entreprise. C'est une dimension qui est un peu différente de celle qu'on a montée dans le cadre législatif et réglementaire, mais par contre, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et ça ne veut pas dire que ce n'est pas mis en œuvre. Pour conclure, et pour ouvrir peut-être un peu sur la discussion à venir, il y a quand même deux choses. D'abord, le travail au niveau européen, il doit se poursuivre. Et ça signifie que la France, et le ministre l'a indiqué, mais je tiens quand même à le préciser, le ministre a vraiment l'intention de porter le sujet social à l'agenda au niveau européen
et On va il le déjà fera. saisir le Conseil économique et social au niveau européen. Alors, Je sais pas si ça a seulement été le Conseil fait. économique et social, mais au niveau du Déjà. Conseil des ministres européens, on a une informelle en mai qui va se tenir sous présidence polonaise. Et là, donc, c'est bien l'intention du ministre aussi de porter ce sujet-là au niveau européen. Donc il y a un agenda social au niveau européen. Ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile. Et pour l'instant, donc, on est un peu isolé. Alors, ça, il faut quand même se le dire honnêtement. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on continue à travailler avec les Britanniques. On se rendra d'ailleurs avec le ministre à Londres dans quelques semaines. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on va aller à l'ONU, évidemment, sur le plan social, sur le plan environnemental et à réglementation internationale, mais on va aussi organiser une rencontre avec le ministre britannique à cette occasion. Et ce sujet du social sera un sujet que nous traiterons. Et c'est un sujet de travail entre mes équipes et les équipes de ma collègue Rania Leontardi côté britannique qui est quasiment quotidien. Je parle sous le contrôle, mais je crois que les Britanniques, le gouvernement travailliste, en tout cas, a aussi mis en place un dispositif qui permet désormais d'éviter les licenciements en mode firme. Je crois que c'est devenu impossible dans la loi britannique. Je ne sais pas si vous avez eu cette information. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils appellent l'Employment Act. Et justement, il n'est pas encore décliné sur le maritime. Donc, une partie du travail qu'ils ont engagé, que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est de le décliner sur le plan maritime pour aller au-delà du salaire minimum. Voilà. Alors, je vais donner la parole à Jean-Marc Rouet et Yann Lerich. Peut-être Jean-Marc, tu m'excuseras, Yann Lerich en premier, parce que je crois qu'il a un impératif de départ avancé par rapport à cette réunion. Yann Lerich, vous êtes le patron de Eurotunnel. Vous n'êtes pas armateur, mais presque, on va dire. Sur ce sujet-là, ces questions d'économie sociale, vous en êtes directement la victime, je dirais, parce que ça tire le prix du marché vers le bas. Et donc, en regardant vos résultats de 2024 qui sont plutôt très bons, enfin, on voit que dans le fret, c'est dur, et j'imagine que c'est en partie à cause de ça. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message aujourd'hui, justement, sur ce sujet? Est-ce que vous pensez que j'imagine que vous demandez des contrôles, et peut-être que vous trouvez que le dispositif tel qu'il a été mis en place, peut-être d'une certaine manière contourné? Voilà. Avant de répondre directement à votre question, je voudrais d'abord remercier tous les présents autour de la table ici aujourd'hui. Ce type de rencontre a déjà fait beaucoup avancer les choses et j'espère qu'on va encore franchir une étape aujourd'hui. Alors évidemment, ce qui a été appelé par les Anglais le mass sacking, alors effectivement ça a été empêché, le mass sacking où on réembauche des gens derrière, ça c'est déjà été arrivé, mais à l'époque c'était illégal, ils l'ont fait quand même. Et d'ailleurs, convoqué par une commission du Parlement britannique, le patron de P&O a déclaré qu'il savait que c'était illégal, mais qu'il avait fait quand même, parce que s'il avait suivi la loi, il n'aurait pas pu le faire. C'est quand même intéressant. Hein. Quand on ne peut pas faire ce qu'on fait avec la loi, ils ont eu ensuite la volonté de réembaucher. Alors, ce n'est pas vraiment des réembauches, parce qu'ils passent à travers des agences de manning, donc on va dire de louer des marins, qui venaient de l'ensemble du monde, mais pas d'Europe évidemment, à payer des coûts bien inférieurs aux minima sociaux français et britanniques. On parle de 4 ou 5 pounds de l'heure, qui embarquaient donc, pour 17 semaines, travailler du lundi matin jusqu'au dimanche soir, 12 heures par jour, sans pause, sans rien du tout. Alors, ils ont du mal à redémarrer quand même, puisque la plupart de ces gens n'étaient pas formés, donc il y a quand même des enjeux de sécurité sur le transmanche, qui est une mer, comme vous le savez, extrêmement fréquentée. Bon, ils ont fini par réussir à le faire. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'on sortait d'une période de Covid et de Brexit, qui a été extrêmement difficile. Ils ont fait des pertes. Et en plus, on est sur un marché concurrentiel sur le transmanche. Il y a 3 opérateurs de ferry, il y a Eurotunnel, on est sur le même marché. Et même si on ne se bat pas tous avec les mêmes armes, nous, il se trouve que le tunnel, on offre des traversées plutôt plus rapides, mais on a aussi une base de coût qui est bien supérieure, parce que on a une grosse dette qui est liée à la construction du tunnel, et puis le tunnel, il faut le maintenir, alors que la mer, c'est gratuit, donc voilà, les ferries sont un peu plus lents, mais sont moins chers, mais on est un peu plus rapide, un peu plus cher. On se bat chacun avec ses armes, mais avec un vrai marché concurrentiel, qui d'ailleurs, il faut le souligner, a apporté beaucoup de choses. La France, aujourd'hui, est leader et de loin sur le transmanche, alors que si vous regardez tous les autres secteurs d'activité maritime, pour avoir commencé ma carrière dans l'administration, par rapport au port de la mer du Nord, on est plutôt très loin de leur performance. Donc là, il faut retenir que quand même cette concurrence a permis de tirer pendant quand même des années tout le monde vers le haut et à la France de garder sa position de leader. Toujours est-il que pour renforcer sa compétitivité, P&O, et Irish Ferries, on en parle peu, mais en réalité, il faut en parler autant que P&O,
a décidé de se battre contre ses concurrents, non plus en allant chercher des clients, en leur offrant de meilleurs services, mais en réduisant au maximum leur base de coûts, rise to the bottom, hein, comment on fait pour payer le moins possible les personnes qu'on fait travailler pour gagner des parts de marché sur les autres. Et donc ils l'ont fait voilà, en ayant recours au dumping social, ce qui évidemment crée des conditions de marché qui ne sont plus du tout équitables. Ce serait comme jouer un match de foot, hein, n'importe quel sport d'ailleurs, où nous avons une règle du jeu à respecter, il y a un arbitre qui est là pour vérifier qu'on la respecte, et en face, l'équipe d'en face, ben, on n'a plus de règles, en tout cas, elle ne les respecte pas, il n'y a pas d'arbitre pour les faire respecter. Donc évidemment, dans ces cas-là, on ne peut pas gagner. La première chose qu'on fait, c'est qu'on prend des mauvais coups en permanence, d'accord ? Et puis, à nouveau, on ne peut pas gagner. Alors, pas gagner, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire que vous avez avoir les meilleurs joueurs dans vos équipes, hein, il y en a plein de nos joueurs ici, je les remercie, nos collègues du tunnel. On se retrouve dans des conditions où, à l'échelle de l'entreprise, on perd des parts de marché. Perdre des parts de marché, ça veut dire qu'on perd des clients, donc on a moins de services à opérer, et en résultat, on a besoin de moins de monde pour opérer ces services. Et ça, cette tendance-là, pour l'instant, on n'a pas réussi à la contrecarrer, malgré tout ce qui a été fait. Alors, je veux remercier chaleureusement tous ceux, M. Legac, effectivement, la loi qui porte votre nom est plus loin d'être fière, et voilà, les affaires maritimes, etc., tous les acteurs du monde maritime. Alors, nous, on ne connaissait pas ce monde-là, on commence à le connaître, et bon, voilà, c'est passionnant. On vous remercie pour le travail qui a été fait, alors, nous a paru quand même très très long, je le redis, même si bon, je comprends bien que voilà, le temps parlementaire, le temps démocratique n'est pas tout à fait celui des entreprises, parce que pour 2 ans après, il est temps de se passer des choses sur le terrain. Il n'empêche que maintenant, on a une règle du jeu pour au moins ces 2 opérateurs de ferry, P&O et Irish Ferries, contre nous. Et donc, si je reviens à mon match, bon ben, il y a une règle du jeu qui est la même pour tout le monde. Hein, voilà. Donc, il y a au moins, comme disaient les Anglais, un level playing field. Alors même si nous, on est dans le monde ferroviaire et les marins ont 2 types de réglementation, malgré tout, il y a une règle. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous, on a toujours un arbitre, et qu'en face, ils n'ont toujours pas d'arbitre. Et c'est ça le sujet. Et moi, j'ai une demande aujourd'hui, c'est qu'il nous faut très très vite quelqu'un qui vienne arbitrer, ça veut dire des contrôles, qui vienne vérifier. Et je ne serais pas aussi pressé si je pensais qu'en fait, ils étaient tellement honnêtes, tellement... tellement rigoureux en termes de suivi de la réglementation que finalement, bon, les contrôles pour arriver à cette heure, on peut leur faire confiance, parce que à nouveau, l'élément déclencheur, c'est 3 ans quasiment jour pour jour, P&O qui décide sciemment, ils l'ont reconnu, de brûler la loi, de ne pas la respecter, parce qu'ils savaient que la loi ne leur permettrait pas de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc aujourd'hui, nous n'avons absolument aucune confiance, hein, ni en P&O ni en Irish Ferries, dans leur volonté de respecter la loi, et donc tant qu'il n'y aura pas de contrôle, on sera à nouveau sur le terrain. Il y a bien une règle du jeu qui est la même pour tout le monde, ou à peu près, mais il n'y a pas d'arbitre en face. Donc cet arbitre, voilà, c'est ma demande, sort pour vous. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont il pourrait éventuellement contourner la loi? On parle d'équipage qui serait déplacé sur d'autres lignes, je dirais, extra-européennes, au moment où ils sont censés être en repos. Est-ce que vous l'avez 14 jours de travail, 14 jours de repos, ça c'est la loi. Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a une première, c'est une loi qui oblige à payer un salaire minimum en France et à passer 15 jours maximum à bord. Donc la première chose est, est-ce qu'ils respectent ces 2 contraintes? Première chose. Et deuxième question, est-ce qu'ils essaient de contourner la contrainte? C'est là que je dis que Jean-Marc... C'est les 14 jours de repos, est-ce qu'ils sont... La question, est-ce que c'est les 14 jours de repos, est-ce qu'ils sont bien des jours de repos, ou est-ce que notamment, est-ce qu'ils ne vont pas naviguer en mer d'Irlande, et puis effectivement, tant qu'on n'aura pas... Et ça va être une des questions clés, c'est que pour aller contrôler la mer d'Irlande, il faudra les registres d'embarquement des Britanniques, et c'est pour ça qu'il faut que la collaboration, et là aussi je salue, se passe dans de bonnes conditions, parce que la France, je pense, seule, aura du mal à faire ses contrôles sur cette partie-là. Jean-Marc. Oui, je vais rebondir tout de suite sur ce que vient de dire Yann. C'est vrai que pour moi, totalement excentré, si on veut, de la problématique géographique du dumping social depuis 2021, c'est pas un problème que économique, c'est un problème de société. Personne ici ne souhaiterait que son fils ou sa fille subisse des conditions de travail sociales comme celle-là. Et je pense même, et je le dis et je l'affirme, puisque c'est ta question, le port de Calais a été chercher Irish Ferries pour pouvoir permettre d'asseoir
ça dette, tu en as parlé, toi Yann, pour ce qui concerne le Londres, ça dette, puisque le port neuf, évidemment dans le contexte du Brexit, le port avait été décidé bien avant le Brexit, vous voyez que les comptes du port seraient sans doute fortement impactés par des volumes qu'on pouvait imaginer à la baisse. Aujourd'hui, Yann et moi on est d'accord, c'est 17% de volume en moins, le Brexit. Donc c'est quasiment un camion sur 5. Le premier chiffre d'affaires du port de Calais, c'est le camion. Donc ils ont été chercher un armateur, en effet, pour un outil possible de diversification, avec des rampes disponibles, puisque l'investissement le permettait. Pour l'Irlande, évidemment, Irish Ferries a répondu, mais attendez, je ne vais pas déconstruire ce que j'ai construit à Cherbourg pour vous l'amener sur un plateau à Calais. Par contre, le transmanche, ça vous intéresse, est-ce que possiblement on peut en parler? Voilà. Donc c'est pas le 17 mars 2022 qu'il arrive le problème. C'est à partir du moment où des opérateurs français, et donc le port de Calais, une juridiction française sur une infrastructure française, payée par les impôts des Français, décide de changer la donne. Vous êtes, il y a des gens qui sont représentants du personnel depuis des dizaines d'années sur le Calaisis. On n'avait pas de loi. Il y avait un marin français à l'équivalent d'un marin britannique. On était à peu près à 50-50. Il n'y avait aucune loi. Donc, on a changé la donne. Et c'est vrai que P&O, on pourrait leur donner peut-être comment dire, ne pas être les pires, puisque finalement, ils n'ont fait qu'appliquer ce qui, quelque part, avait été permis à leurs concurrents, nouvel entrant. Je rappelle, et Brittany Ferries a été un des opérateurs qui s'est proposé à la reprise de SeaFrance. À l'époque, il était interdit de dépavillonner les bateaux de SeaFrance pour aller faire autre chose que du full French. Que ce soit à Paris, ou que ce soit à Calais, que ce soit à l'autorité de la région, ou au port de Calais. Donc, voilà, moi je considère qu'il y a des gens qui ont de très fortes responsabilités. Ils ne sont pas autour de la table, et je remercie Nathalie d'avoir prêté les locaux du cluster et en même temps de cette mise à la présidente de cette table ronde, de cette matinée, parce que normalement nous aurions dû avoir l'UPF, normalement nous aurions dû avoir les représentants, et tu l'as dit Yann, des représentants de sédentaires du dispositif du transmanche. Pourquoi? Ils sont tout aussi concernés. Didier l'a dit. Enfin, vous savez tous que les comptes sociaux des entreprises full French, c'est pas les plus rentables. Christophe peut vous en parler. Les comptes d'Irish Ferries, ils sont clairs. Ils font un tiers de chiffre d'affaires de moins que Brittany Ferries, ils dégagent 4 fois les EBITDA. La seule variable d'ajustement, les taxes portuaires sont les mêmes, elles sont publiques. L'acier des bateaux, c'est la même chose. On paye le même prix. Le carburant, c'est le même prix. Qu'est-ce qu'il y a comme variable d'ajustement? Le social. Donc, évidemment, 60% de coûts en moins, ce n'est pas 60% de coûts sur la billetterie du bateau, mais ça vient quand même fortement améliorer, et tu l'as dit, comment dire, la rentabilité de l'affaire et la capacité donc, possiblement, de faire sur certaines périodes du pricing extrêmement agressif. Et c'est ce que vous vivez. Donc, moi, j'ai quand même deux questions, Eric. Il n'est pas prévu, en effet, dans les instances juridiques, enfin, de contrôle français, que nous soyons, comment dire, informés du résultat des contrôles ou des mesures de répression ou de réprimande qui soient tenues aux opérateurs fautifs. Le CSMM a été sollicité pour demander si oui ou non, on a demandé de travailler sur les décrets, on a passé quand même un temps fou sur les décrets, donc on considère qu'on a bossé. Le Parlement des deux chambres vote à l'unanimité. Il était prévu, Madame Procaccia, qui s'excuse, qu'on a invitée, mais qui était donc le rapporteur au Sénat, elle n'est plus sénatrice depuis, avait dit, ça n'est qu'une étape, il faudra dans un an voir ce que la loi produit comme effet et possiblement la compléter. Alors si le CSMM, le Conseil supérieur des gens de mer et le Parlement, les deux chambres, ne peuvent pas avoir une partie du résultat, savoir si oui ou non ils sont safe, et puis qu'est-ce qu'on fait après, ben, j'ai envie de dire que on va arriver sur la conclusion de Yann. On n'a pas atteint l'objectif. Et pour finir, en effet, il y a quelqu'un qui sait tout sur les équipages, c'est les Anglais. Les équipages sont embarqués en Angleterre,
Donc pour rentrer dans un port, il faut donner le nom d'équipage et un temps à l'avance. Donc on peut très bien faire les contrôles, mais évidemment, on se pose, il y avait, je crois que c'était Emmanuel qui l'avait proposé il y a 2 ans au moment où on discutait, peut-être que maintenant les Anglais sont devenus différents, un accord bilatéral pourrait revoir un peu le jour, du moins dans la discussion avec le Quai d'Orsay et Downing Street. Donc, bon, en tout cas, je suis demandeur quand même de résultats et je connais les conditions, notamment budgétaires, de tous les outils, direction centrale de l'affaire maritime, mais pas que, de direction générale du travail aussi. Mais une fois de plus, on est sur un phénomène de société. On n'a pas le droit et on devra plaider coupable si on n'agit pas en 2025. Sarah Laval, vous êtes agrégée de droit, vous avez un éclairage peut-être plus juridique sur cette question de la loi de police, pas loi de police. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on n'a pas été assez loin? Oui, alors merci. Donc, moi, je vais rapidement vous présenter ce que je considère comme étant le positif et puis peut-être les questions qui demeurent. Et sur le positif, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Yann Le Riche, parce que il y avait des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est des règlements romains qui nous dit que même s'il y a un choix de loi du pavillon, ce choix de loi ne peut pas porter atteinte pour le contrat de travail aux dispositions impératives de la loi objectivement applicable, qui est la loi du lieu d'exécution habituel du travail. Donc dans le cadre du transport transmanche, alors c'est un peu difficile d'évaluer ce qu'est la loi du lieu d'exécution habituel pour les travailleurs mobiles, mais dans le cadre du transmanche, ça aurait donné lieu à l'application de la loi française ou de la loi britannique. Le problème, c'est qu'il y a eu des contournements qu'on connaît, soit directement par un choix de loi de pavillon très peu de complaisance, enfin très peu protectrice, soit par recours aux entreprises de Manning qui, elles, choisissent une loi applicable peu protectrice. Et là, la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'arbitre. Parce que l'arbitre, c'est le juge européen. Mais le juge européen, encore fallait-il qu'il soit saisi, ce qui est en réalité assez rare, hein, par méconnaissance ou par inaction, bon. Et puis, fallait-il aussi qu'il se reconnaisse compétent, ce qui n'était pas du tout évident. Bon, déjà parce que certaines compagnies ne sont pas ou ne sont plus européennes. Et puis, dans le cadre du Manning, il aurait fallu caractériser un co-emploi en matière maritime. C'est très compliqué. Donc, il y a des règles du jeu. Je le dis parce que certaines personnes, certains universitaires, mais certains praticiens aussi, ont dit qu'on n'avait pas besoin de loi de police. Alors moi, je pense vraiment qu'on en avait beaucoup besoin de loi de police. Donc, il y avait des règles du jeu européennes, mais qui restaient finalement lettre morte et qui n'empêchaient pas le dumping. Donc, la loi de police, c'était, à mon sens, la seule façon et ça rejoint aussi ce que vous avez dit, de réinstaurer une forme de territorialité, d'impérativité, d'application uniforme de certaines dispositions. Et pour ça, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement, et je pense qu'au niveau européen, si on va plus loin, ça passera par une sorte de loi de police européenne, un peu comme la directive détachement. Donc, c'est-à-dire qu'on imposera au niveau européen un noyau dur de dispositions impératives à respecter. Donc, d'un point de vue juridique, je pense que c'était la seule façon. Alors maintenant, sur les questions... bon, alors évidemment, les questions matérielles, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, donc je ne vais pas en parler. Mais les questions juridiques, je pense qu'il y en a de 2 sortes. D'abord, qui concerne le domaine d'application matérielle de la loi et puis son domaine d'application géographique. Alors, le domaine d'application matérielle, donc on l'a dit, hein, la loi française, elle est limitée au salaire minimum et à l'organisation du temps de travail. Elle ne couvre pas les autres aspects de la relation sociale. Donc, il n'y a pas les relations collectives, il n'y a pas la protection sociale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains, donc là aussi du monde universitaire ou du monde pratique, recommande ou demande l'application générale de la loi de l'état d'accueil, mais en réalité, l'application de la loi de l'état d'accueil, bon, ça marche en matière de cabotage, hein, ça marche en matière de cabotage, mais ça ne marche, enfin, ça n'a pas d'assise juridique en matière de transport international. Donc, on ne peut pas appliquer de façon générale la loi de l'état d'accueil. La seule façon qu'on aurait de faire, c'est d'élargir le domaine d'application matérielle de la loi. Et là, tout dépend de l'objectif. À discuter, disons. Or, cet objectif de protection des salariés contre le dumping et de concurrence saine,
pense, et surtout aujourd'hui avec ce qui se passe en Méditerranée, va au-delà du transmanche. Et donc, à mon avis, là, on peut aussi se poser la question de savoir si on n'a pas intérêt, si on peut le faire, enfin si c'est souhaitable, si on peut, à étendre l'application de cette loi, donc au-delà du transmanche, ce qui, à mon avis, et là encore effectivement un peu paradoxalement, pourrait peut-être permettre d'être plus cohérent au regard de l'objectif qui est celui de la protection des salariés et de la concurrence saine. Donc voilà, à discuter. Pierre Thomas, vous êtes le terme manche Chassenard-Dunod. Comment ça se passe les contrôles là? Parce qu'on sent bien qu'ici il y a une impatience autour de ce sujet. Pourquoi un seul contrôle? Oui, alors je vais reprendre un peu l'image effectivement que prenait Didier Le Gac en disant les 3 étages de la fusée, puis ensuite il faut envoyer le satellite sur orbite. Donc, on n'est pas encore tout à fait sur orbite. Voilà, alors effectivement, on sent qu'il y a une volonté extrêmement forte. Très concrètement, il y a une nécessité d'acculturation, notamment de l'inspection du travail, effectivement, sur ce milieu quand même très particulier qui est un navire et ses conditions qui s'exercent, notamment sur le détroit. Donc, des outils ont été mis en place. Eric Banel soulignait l'excellente collaboration qui existe entre les services au niveau central. C'est également le cas sur le terrain. Donc, on a mis en place effectivement des outils aussi. Donc, avec notamment la signature de conventions de coopération en fait entre services de l'administration de la mer, donc DIRM, Direction départementale des territoires et de la mer, et puis les DRETS et leurs pendant départementaux. Donc avec 2 axes, effectivement, il y a les contrôles transmanche sur la loi Le Gac, et puis effectivement, il y a ce qui relève aussi de la mise en œuvre des contrôles sur l'état d'accueil, parce que là aussi, il y a une autre forme de dumping social. On ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais effectivement, tous les navires de travaux qui interviennent autour des champs éoliens, etc. Là aussi, effectivement, il y a des marins, des gens de mer qui sont largement mis sous pression. Donc, je les mets à part. Pour revenir effectivement sur la question du transmanche, il est évident, comme je l'indiquais, effectivement qu'il y a un besoin d'acculturation des inspections du travail sur la dimension maritime. Donc pourquoi on le fait ensemble? Parce que nos inspecteurs, nous, de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, c'est l'appellation complète, eh bien effectivement, eux, ils ont l'habitude d'exercer leur activité dans un cadre international, dans un cadre extrêmement normé, et effectivement, à l'issue de chacun des contrôles qu'ils peuvent faire, effectivement, sur l'état du port ou autre, nous, les inspecteurs dans les centres de sécurité des navires, rédigent un rapport immédiatement, dans la foulée, dans un cadre qui est extrêmement normé au niveau international. Ce n'est pas le même mode de fonctionnement, effectivement, pour une inspection du travail, qui, elle, va avoir d'un côté l'ensemble des textes applicables, et qui, dans un système itératif, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de bloquer les navires à quai. En l'occurrence, là, le contrôle qui s'est opéré au mois de septembre dernier s'est fait à la faveur, effectivement, d'un aller-retour. Donc, pendant quelques heures, j'allais dire, chacun a fait, effectivement, sa partie. Très concrètement, je l'illustre. Nous, l'inspecteur de la sécurité des navires qui était présent, il a en large partie servi aussi, effectivement, à opérer les traductions. Donc il y a quand même la question de la barrière de la langue, il faut l'avoir à l'esprit, c'est un élément très concret qui est réel. Donc voilà, donc cette dimension-là. D'autre part, nous, les inspecteurs de la sécurité des navires, ils s'attachent effectivement dans les contrôles qu'ils ont l'habitude de pratiquer au respect d'un certain nombre de normes internationales, comme le paiement des salaires minimaux. Et là, ce n'est pas ce dont on parle non plus. Donc évidemment, les salaires minimaux internationaux sont largement respectés. En revanche, s'agissant effectivement du niveau de salaire payé par les opérateurs que nous ne citerons pas, ça c'est l'inspection du travail effectivement qui fait ce travail itératif. Et donc il y a un jeu effectivement ensuite d'échange de documents et donc, qui amène in fine avec une analyse sans doute très compliquée sur les temps de récupération. À éventuellement constater des infractions et, le cas échéant, à rédiger un procès verbal. Donc là, effectivement, nous n'en sommes pas encore là du côté de l'inspection du travail. Je pense qu'effectivement, la question d'aligner un nombre important de contrôles, c'est important pour afficher une détermination, effectivement, à mettre une pression sur les armateurs. Réaliser des contrôles, d'ailleurs, sur l'ensemble des acteurs, parce qu'effectivement, réaliser un contrôle,
ça peut être aussi très intéressant de le réaliser sur quelqu'un qui est clean, si vous me passez l'expression, et pour montrer qu'effectivement, les opérateurs les plus vertueux, ils sont contrôlés aussi. Et il n'y a pas de deux poids, deux mesures. On ne cible pas effectivement que ceux qui sont suspectés d'être permissifs. Donc voilà, il faudrait contrôler, je pense, effectivement tout le monde sans prévaloir, mais surtout aussi d'aller, malgré tout, plus rapidement effectivement dans la restitution, parce qu'en fait, on va apprendre de chacun des contrôles, et c'est ce qui va permettre effectivement aussi de mettre l'accent par la suite sur peut-être les points de faiblesse. Je me prends parfois à rêver effectivement d'une aussi bonne collaboration en matière sociale que celle que nous avons sur un autre registre de mon activité, effectivement, qui est le sauvetage des personnes qui tentent de traverser la Manche. Là, effectivement, on a des marins. Ne nous préoccupons pas. Je dois dire effectivement que la coopération, elle est totale et totalement transparente, effectivement, entre les centres de secours et de sauvetage du côté français et du côté britannique. Quand il s'agit de sauver des gens qui sont dans l'eau, on collabore totalement. Il serait merveilleux qu'on puisse collaborer aussi bien, effectivement, lorsqu'il s'agit de s'occuper des rythmes de vie et des conditions sociales des marins, tant que le flotteur est encore effectivement intègre. Pour terminer sur la question de sécurité, je dois dire aussi, effectivement, puisque l'un des services de la DIRM, c'est le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Griné. Il a aussi évidemment une mission de surveillance du trafic maritime. En l'occurrence, évidemment, sur cette autoroute de la mer, comme nous l'avons indiqué, effectivement, qui est une des zones de navigation les plus fréquentées au monde, la deuxième après le détroit de Malacca. On a évidemment un œil très acéré sur le trafic traversier, donc les ferries. Et je dois dire qu'effectivement, on ne constate jusqu'à présent aucune difficulté, aucune incidence sur la sécurité de la navigation, sur des routes qui dévieraient ou autres. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est surveillé sur le plan du trafic maritime à un autre niveau que celui simplement effectivement des inspections in situ. Le task force, pourtant dans l'ambiance belliciste qui est la nôtre, ça devrait être utilisé davantage. Clairement, point de Vendôle en Méditerranée, task force, on en parle. Justement, je pense que bonjour à tous, merci Madame la Présidente. Je pense qu'on se fait mal à cloisonner. Je vais me rappeler ce que m'avait dit Jean-Marc Rouet en préparation des premières rencontres quand on avait interpellé les députés ici. Il m'avait dit, Pierre, il n'y a pas photo, cette démarche transmanche doit aider au réveil de la démarche Méditerranée qu'on attendait depuis des années. Et là, il y a un paradoxe énorme aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, moi, je bouillonne. Et je pense que l'administration le sait que je bouillonne. Parce qu'en fait, on est en train d'avancer plus vite en Méditerranée, discrètement, mais beaucoup plus vite, avec des éléments concrets. Quand j'entends par exemple certains acteurs du transmanche qui se disent c'est pas normal qu'on soit pas informé. Mais nous, ça y est, le canal d'information il est officiel parce qu'on s'est constitué en plainte auprès de la DGT, auprès des DRETS. Et je suis content de vous annoncer que moi j'ai reçu un courrier il y a une semaine qui m'informe le détail par marin des infractions constatées. Et que pour 5 marins sur un petit contrôle qualitatif, c'est le mot qu'utilisait Anne aux Assises de la mer pour dire ce qu'il faut faire en premier lieu, qualitatif sur certains sujets. 5 marins, 2 sujets inspectés, temps de travail, paiement des heures sup, qui est applicable sur la question du décret d'état d'accueil. Mais je vais revenir après comment on décloisonne l'état d'accueil pour finalement l'utiliser aussi sur la loi transmanche. 10 000 € à peu près d'impayés sur 2 mois de travail. Quand j'entends dire c'est difficile de voir ce qu'a fait le marin, mais pas du tout. Les inspecteurs de la DIRM et les inspecteurs de la DRETS ont fait un formidable travail en suivi de la task force pour justement se donner les moyens, une fois après avoir ciblé des contrôles qualitatifs, de le faire sur un temps long. Et ce sera les contrôles d'après. On comprend qu'il y a à peu près 3 ou 4 contrôles en attente. Le premier, le PV est officiel, ça y est, l'affaire est close. C'est pour ça qu'on en est informé officiellement. C'est une avancée majeure. Et j'ai envie de dire, c'est marrant parce que finalement, le travail, et là pour le coup c'est un point positif, le travail qu'on fait tous ensemble aujourd'hui, c'est le travail qu'on aurait dû faire en suivi de l'adoption de la loi état d'accueil qui n'a jamais été fait. Et on a attendu qu'une compagnie périclite, on a attendu les tensions sociales, on a attendu que ce soit plus calme pour faire un travail plus concret qui se passe aujourd'hui sous l'égide du préfet de PACA. Et merci d'ailleurs au cabinet des transports, au ministre, parce qu'il nous a annoncé il y a quelques jours qu'il allait venir à la prochaine réunion de task force en Méditerranée. C'est un signe fort. Et il n'hésite pas à mettre dans son courrier qu'effectivement les contrôles ont avancé. Donc moi je trouve 2 vitesses en ce que vous décrivez qui me fait penser à la situation dont on était extrêmement frustré avant en Méditerranée, mais en même temps qui doit maintenant à l'inverse, paradoxalement, servir ce qui se fait sur la loi transmanche
pour faire progresser. Sarah Laval, tout à l'heure, a dit, mais il y a des règles européennes. Le problème, c'est que, comme ça a été dit, les sociétés de manning, les marins n'osent pas porter plainte. La jurisprudence Ryanair, qui a été expliquée au colloque de Boulogne, remarquablement par les 2 juristes spécialistes de ce dossier-là, si on voulait, dans le maritime, on l'applique. Hein. En activité régulière intracommunautaire, elle se déclenche immédiatement. Et il faudrait qu'on ait un contentieux. On l'aura jamais. Parce que les marins sont tétanisés. Les marins roumains qui a sur les armements italiens sont tétanisés à l'idée de le faire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on se serve de ça, qu'on décloisonne un peu, parce que Transmanche, Méditerranée, un travail qui finalement aujourd'hui semble... ça y est, hein, y a une mécanique qui s'est mise en place, le travail est remarquable de la part notamment du tandem d'inspecteurs d'IRM et DRETS. Je suis positif parce que j'ai vu les résultats là. Je sais qu'on va pouvoir les utiliser. Je sais qu'on va pouvoir les utiliser très rapidement, avant l'été. Parce que mécaniquement, à partir du moment où on reçoit un PV, l'affaire va circuler. Hein. Quand on sait que c'est un constat de 10 000 € non payés sur 5 marins, imaginez-vous sur la flotte complète d'un navire, ça fait 1 000 € par mois et par marin. Ça veut dire aussi que depuis l'adoption grâce à la loi Le Gac, depuis l'adoption des sanctions administratives, la publicité des sanctions et la capacité de porter partie civile est plus forte. Et moi, la DRETS me demande, voilà, vous pouvez désormais vous constituer partie civile, en informer le procureur. Ce sera fait dans la semaine par notre avocate. Donc, je pense qu'il faut, il y a des moments donnés, on a gueulé, il y a des moments donnés, il faut savoir aussi se servir de ce qui est fait, décloisonner, parce qu'on a parlé Transmanche, on parle Méditerranée, et bien évidemment, ce que je vous dis là, et le travail formidable qui est fait en ce moment en coulisses par les inspecteurs, il doit pouvoir aussi servir tout ce qui va être fait en suivi de ce qui est déjà adopté et qui sera amélioré sur la question des EMR. Hein, puisque derrière, mécaniquement, on a aussi ce dispositif-là. Donc moi, je comprends dans ce que vous dites, Hervé, c'est qu'il y a finalement, aujourd'hui, il y a peut-être aussi un travail plus important à faire entre les DIRM, parce que si la DIRM Méditerranée, et on connaît l'engagement de Christophe Lenormand sur ce sujet-là, à mon avis, elle doit permettre aussi sur l'application du transmanche de faire des meilleures choses. Pourquoi c'est lié? Quand on fixe un salaire minimum, on le fixe par rapport à une durée de travail. Quand en plus on a eu le courage de fixer une durée d'embarquement qu'on n'a pas dans l'état d'accueil, hein. En Méditerranée, on n'a pas la durée d'embarquement. Et j'espère qu'avec les armateurs, on arrivera à le fixer, notamment en fixant un taux congé-repos minimum, au moins pour les ferries. J'ai bien conscience que pour d'autres armateurs, c'était bloquant. En tout cas, je demande à ce que cette proposition qui avait été faite, au moins dans un premier temps, elle concerne les ferries. Mais le taux congé minimum global pour 8 heures de travail. Il appartient à l'armateur de prouver qu'il a organisé avec ses salariés le paiement des heures supplémentaires, soit financièrement, soit en congé. Mais ça, pour les inspecteurs, ils nous le disent. Si on a ça, c'est non seulement le rattrapage salarial, mais aussi l'écart de coût sur le temps de travail qui va être gommé sur l'état d'accueil. L'état d'accueil, aujourd'hui, il est indéboulonnable. Hein. Indéboulonnable. Il n'a jamais été attaqué dans les temps par les opérateurs concernés. Et pour résumer, je dirais aussi qu'en Méditerranée, tout ce que vous avez dit, Jean-Marc, sur Irish Ferries, on enlève le mot et nous, on met GNV. C'est la même chose. C'est le groupe MSC. Merci. L'état d'accueil, c'était à l'origine une volonté de la CGT de se spécialiser sur l'état d'accueil sans être... Je voulais donc saluer cette histoire sur l'état d'accueil, le fait qu'effectivement on doit pouvoir dégager des moyens. J'ai compris qu'il fallait que nos inspecteurs parlent anglais. J'ai compris qu'il fallait qu'ils soient maritimisés pour l'inspection du travail. On plaide pour ça et peut-être la restauration, on en discutait avec Monsieur Corbel, d'un corps plus particulier plutôt qu'une task force sur les inspecteurs du travail. Moi, je voulais parler d'un autre domaine. Pour nous, l'état d'accueil, et la CGT le revendique, pour la prestation de service. Bien évidemment, un navire qui va venir pour 15 jours ou pour 6 mois, on ne va pas lui demander de passer pavillon français, premier registre, pour intervenir dans les eaux territoriales ou à partir de ports français. Mais là, quand on parle des ferries sur le transmanche, on ne parle pas d'activité de prestation de services temporaires, dont le traité européen sur le fonctionnement de l'Union dit qu'il y a deux choses. Il y a une activité de prestation de services temporaire et il y a une possibilité de liberté d'installation en France et qui permet là, pour le coup, d'appliquer la disposition légale pour une activité régulière, mais pas seulement régulière, permanente, enfin, ce qui est le cas sur Calais. Donc, c'est cette fenêtre de tir qu'on aime, je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est cette fenêtre de tir qu'on essaye d'exploiter, et la loi de police, le décret état d'accueil, tout ça est tout à fait pertinent sur les activités de prestation de services temporaires. Pour le reste, on peut s'ouvrir des fenêtres par rapport à la directive sur le cabotage international, c'est très important et c'est ce qu'on porte, plus le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour aller plus loin là-dessus. Et je voudrais donner juste un exemple concret qui... vous posiez tout à l'heure la question sur pourquoi on ne fait pas sur les camions ou pourquoi... Monsieur Rouet laissait entendre que vous aviez la réponse, mais je vais donner quelque chose quand même qui va être parlant pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas marins. Comment se fait-il qu'Irish Ferries et P&O ont des gens qui vendent des guichets, des terrestres, qui sont en contrat français,
de droit français, relevant de la convention collective des personnels sédentaires des compagnies de navigation, et qu'il n'y a pas un seul marin sous contrat d'engagement maritime de droit français sur ces compagnies. En fait, c'est ce hiatus-là sur lequel il faut qu'on travaille. Je crois que les armateurs français, en tout cas, sont pas contre qu'on travaille là-dessus. Et c'est ça qu'il faut qu'on ouvre. Et je pense que le Conseil supérieur de la marine marchande, dans le rapport qu'il a produit sur le travail sur le transmanche, il n'y a pas eu vraiment de consensus. Il y a eu un travail et une grosse confrontation, notamment avec Monsieur Rouet, qui a porté le débat jusque là où il fallait le porter, mais qui a débouché sur un rapport qui donne un certain nombre de choses. Et au niveau international, nous, ce qu'on porte, il va y avoir bientôt la réunion de la révision de la MLC 2006 à Genève, et les syndicats mondiaux travaillent sur le renforcement du lien substantiel entre le navire et l'état du pavillon. Voilà, pour faire court. Christine, sur ce rapport de marine marchande, qu'est-ce qu'on peut en résumer? Qu'est-ce que le Conseil supérieur, dans plusieurs... Je pense qu'on a eu un travail très important qui n'est pas forcément visible, mais d'accompagnement des mesures. Maintenant, nous, notre rôle est très... on est là très attentif à tout ce qui se dit, et je pense que notre rôle est de continuer le travail entre nous, administration, organisation syndicale, organisation patronale. Il y a aussi les ports qui sont membres du Conseil supérieur. Absolument. Donc c'est vrai que c'est une dimension qu'on essaie de faire monter en puissance au sein du Conseil. Mais on est toujours là, on est toujours vigilant, et je pense que le travail continue. Il a été mentionné le sujet des EMR, c'est le prochain sujet dont nous nous emparons, et il y a beaucoup d'éléments. Exactement. Donc voilà, juste c'était pas grand-chose à dire sur le rapport qui existe et qui a été un vrai accompagnement, un vrai levier pour ce travail. François Lambert, tu veux dire quelque chose? Vous allez tous de l'avant, et c'est assez formidable de voir ça, cette capacité de convergence finalement à la fois au plan syndical et puis au plan plus administratif, politique. Et ça appelle deux convictions, mais avant ça, je regarde un petit peu dans le rétroviseur. Plusieurs l'ont fait en parlant de la Méditerranée, du décret état d'accueil. Pierre, tu disais qu'il n'y avait pas eu cette conférence-là en 2014. La situation était un petit peu différente. C'est-à-dire que la situation de la compagnie SNCM ne justifiait pas nécessairement qu'on s'intéresse de manière aussi aboutie finalement au sujet. Il y avait d'autres sujets à régler. Et je rappelle que l'État était actionnaire de cette entreprise et qu'il fallait régler d'autres sujets. Au passage, ça a été mentionné, mais il y avait l'affaire MyFairy en même temps, et qui amenait à d'autres considérations, puisqu'on était avant le Brexit, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Deuxième coup dans le rétroviseur, c'est la mention sur l'alliance du routier qui a été faite tout à l'heure. C'est pas plus simple dans le routier. Je crois pas. Enfin, moi, je le disais à Com à l'instant, une des plus belles aventures du ministère des Transports sur les 10 dernières années, les 20 dernières années, c'est l'alliance du routier. C'est une alliance politique qui a été faite par Alain Vidalis, un ministre qui s'est engagé sur le sujet. Et je crois que la voix qui est donnée aujourd'hui par le gouvernement sur l'engagement qui est rendu dans le travail qui est fait par le ministre des Transports, elle joue aussi en la faveur de ce changement. Et puis le troisième coup dans le rétroviseur, c'est la présidence française de l'Union européenne, Eric. Puisque à La Rochelle, il y avait eu ce débat, savoir s'il fallait passer par un biais conventionnel avec l'Angleterre, ou s'il fallait faire patiemment le tour de tous les États pour essayer de changer le cadre normatif. Et on en était arrivé à la conclusion que finalement il valait mieux aller dans le sens d'une dimension conventionnelle, dans le sens où c'était une exigence aussi des opérateurs maritimes, mais ça n'empêche pas, la commission vient de se mettre en place, ça n'empêche pas de poursuivre ce travail. Et donc j'en arrive à mes deux convictions. La première, elle est, vous l'aurez compris, assez politique, parce que je vois le travail qui est fait en communication, en recherche, en analyse par les organisations syndicales, et je veux vraiment les en remercier. Et je pense que vous avez votre rôle à jouer aussi, par le biais des instances internationales, pour aller porter ce discours-là, pour faire changer ce cadre normatif. C'est quand même assez incroyable ce qui a été décrit tout à l'heure, de dire que c'est juste par un coup de fil que ces salariés ont été prévenus de P&O et que du jour au lendemain, ils ont dû rentrer chez eux. Ça n'est pas possible à l'heure où on est 20 ans après la MLC. C'est juste inenvisageable. Il faut s'en prémunir, et vous avez votre rôle à jouer.
Et à l'heure où on se pose des questions sur ce à quoi servent les syndicats, ce à quoi sert la représentation. Ah oui, on s'en pose, je vous rassure. Tout le monde s'en pose. Et à quoi servent les politiques aussi, à quoi sert l'administration. C'est un bel élan que vous devez continuer à mobiliser, je pense, pour préserver aussi cette capacité représentative. C'est assez indispensable. Et c'est un appel, évidemment, puisqu'on en a parlé avec plusieurs d'entre vous à différentes reprises, dans le cadre du Conseil des parties intéressées qui va être prévu par le NSM dans son nouveau décret. Hein, ça a été validé par le Conseil d'administration il y a quelques jours, et on l'attendait avec impatience. Vous aurez aussi la possibilité d'émettre ce type de vœux pour faire en sorte que ça compte plus et mieux. Et puis, la deuxième conviction, elle est au plan académique. Moi, les élèves que j'ai aujourd'hui, entre 18 et 24 ans pour la plupart d'entre eux, mais il y en a qui font de la reconversion, qui sont peut-être plus mûrs, c'est des gens qui sont des observateurs assez fins de ce qui se passe autour de la dérégulation du transport maritime, autour de la logique du dumping social. Ils s'y intéressent de près, et j'invite évidemment l'ensemble des organisations syndicales à être aussi au plus proche de ces futurs acteurs de ce transport maritime. Si vous ne parvenez pas à les convaincre aujourd'hui, c'est un travail qui est fait aussi en interne. Chez le travail qui est fait par Jeune Marine, on a travaillé avec Jeune Marine autour de différents événements, et on est très ouvert à cela. Il faut arriver à donner cette culture sur le transport maritime, sur les voies de financement. On pourrait être plus intégré donc aux travaux du Conseil supérieur de la marine marchande, et avec Armateurs de France aussi. Il faut qu'Armateurs de France reste très impliqué dans le lien à l'école, c'est absolument indispensable. Et vous servirez aussi l'avenir du transport maritime, parce qu'il se prépare au Havre, à Marseille, à Nantes et à Saint-Malo, et comptez sur nous pour continuer à faire perdurer ce type de débat. Merci de votre invitation en tout cas, et merci Thibault de m'avoir proposé de prendre la parole. Quand on parle aujourd'hui que ça fait un an que la loi est arrivée, 2024, on résume un contrôle effectué. 2025, on annonce peut-être 2 par semestre, et donc on pourrait aboutir à 4 contrôles. Aujourd'hui, je comprends qu'il y en a un qui va être lancé, peut-être de façon imminente. Mais bon, on est pratiquement déjà à la fin du semestre, et puis en finalité, il n'y en aura eu qu'un. Donc on imagine que les 3 autres vont s'accélérer. Et par contre, quand j'entends aussi qu'on puisse dire il serait bien quand même qu'on aille contrôler aussi chez les autres, alors là, excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne se concentre pas uniquement sur les compagnies qui font défaut. On peut entendre, oui, qu'à un moment ou à un autre, il faut s'assurer qu'il y ait cet équilibre et que justement les autres compagnies sont au bon niveau. Mais bon, concentrons-nous déjà sur les compagnies qui font défaut. Et pourquoi, et tout ça avant de porter ce dossier au niveau européen. Je l'entends bien, oui, c'est peut-être dans un deuxième temps, mais il faut quand même peut-être démontrer que ce qui est fait aujourd'hui par la France en termes de contrôle, il y a du résultat et c'est significatif. Et à partir de là, on pourra embarquer les gens avec nous. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, mais il n'y a eu que ça, quoi. Désolé, je suis quelqu'un de pragmatique. Et quand j'entends dire qu'aujourd'hui, au niveau des administrations, il faut de l'acculturation, il faut que les inspecteurs soient au bon niveau en anglais. Moi, je vais vous dire qu'au niveau des inspections du travail, au niveau des Hauts-de-France, les inspecteurs, ils sont sous l'eau, quoi. Je veux dire, et si en plus, il faut leur dire, tu vas aller inspecter un bateau, et puis tu connais pas trop l'environnement, on va t'accompagner. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Je suis peut-être pas assez dans le détail des dossiers, mais là, je me dis, franchement, on est un peu hors sol, quoi. Si aujourd'hui, la volonté, on va dire, de la loi, c'était de pratiquer les contrôles, qu'on pratique les contrôles, qu'on démontre que les contrôles, ça fonctionne. Je vois mon collègue Pierre qui nous dit à tous, au niveau méditerranéen, ça se passe bien et on a déjà les comptes rendus des contrôles. Je me dis, ah ouais, quand même, quoi. Et nous, chez nous, il ne se passe rien, quoi. Désolé, c'était vraiment l'intervention que je voulais faire, c'est qu'aujourd'hui, il faut se reconcentrer sur les débats. Ok, le niveau européen, il est utile, il faut embarquer tout le monde, mais faisons ce qu'il y a à faire chez nous, et c'est important, et démontrons, faisons de la publicité sur ce qui est fait, et si il faut bloquer un bateau
pour faire les contrôles, qu'on bloque le bateau pour faire les contrôles. Et ça arrivera qu'une fois, parce qu'après, ils vont se dire, ils m'ont bloqué le bateau une fois, je ne veux pas que ça se reproduise 2 fois. Quoi. Donc, il y a un moment ou un autre où il faut vraiment se donner les moyens. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous regrettez l'absence de la DGT, vous savez retenir les navires au port. Vous avez peut-être compris, c'est pas la Alors, ce que j'allais dire, je voulais pas être trop long, mais en fait, ce que j'allais dire effectivement, pourquoi en matière de sécurité maritime ça marche? Parce qu'effectivement, un inspecteur de la sécurité des navires, il peut détenir un navire à quai. Quoi de plus contraignant pour un armateur? Donc effectivement, ça fonctionne. On a montré qu'on savait le faire. Là, lorsqu'on fait des contrôles conjoints, j'allais dire chacun sa gamelle, même si on accorde évidemment et on complète nos savoir-faire, mais les outils dont dispose uniquement l'administration de la mer ne suffisent pas en la matière. Et là, c'est effectivement les inspecteurs du travail qui doivent apporter leur contribution au dispositif. Voilà, donc il faut vraiment qu'on avance là-dessus ensemble. Et c'est le cas. Oui, et c'est une question pour François Maillard. Je voulais justement rebondir sur ce que vous disiez, puisqu'il a été dit avant, je ne vais pas refaire tout le film de la réunion, mais c'est vrai, pour revenir sur cette question des contrôles, alors il y en a plusieurs qui sont prévus, tant mieux, quelque part on peut se dire, l'administration a plusieurs chances de trouver quelque chose, mais c'est vrai que nous, syndicats qui avons participé aux concertations sur la loi Le GAC, et puis les salariés, et puis les syndicats dans les entreprises, hein, comme chez DFDS, on s'attendait à ce que, quelque part, dès le premier contrôle, ce soit la fin de la partie. En vérité, c'est ça, quelque part, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait plusieurs. On était impatients de voir le premier contrôle parce qu'on pensait que tous les moyens seraient mis en place, en œuvre. Alors, j'entends, ça va être très compliqué, mais pour que, dès le premier contrôle, ce soit terminé pour ceux qui ne respectent pas la règle, quelque part, et qui trichent. Et pour rebondir sur d'autres propos qui ont été tenus, alors, c'est pas pour dire que syndicalement, parce que je pense qu'on porte à peu près tous les mêmes messages, mais cette loi Le GAC, c'est un compromis. Ça a été dit, c'est une concertation, quadripartite, peu importe, mais nous, syndicalement, on est toujours tenants de règles encore un peu plus fermes. On a parlé de l'état d'accueil, imposition du pavillon français, premier registre, etc. Donc nous, on est plutôt sur cette ligne-là, mais là, on a fait un peu ce pari-là. Effectivement, considérant que dès les premiers contrôles, ça allait suffisamment entraver les deux armements, on va dire, moins 10 ans, pour nous permettre d'avancer, et que c'était un premier pas. Mais au-delà de ça, parce que sur beaucoup de choses qui ont été dites, je pense que les syndicats, ils ont joué leur rôle, et je veux dire de façon ouverte. On a été ouvert au dialogue, on a été prêt à faire des compromis. Donc, si je peux répondre, pour nous protéger aussi, ne tapons pas sur les syndicats. En fait, souvent, le rôle des syndicats, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais souvent, le rôle des syndicats peut être remis en cause. Je rappelle, vous parliez de la question de la représentation des marins. Aujourd'hui, elle n'existe pas réellement dans la loi. On n'a pas de collège pour les marins, de représentation syndicale des marins. Ça, c'est un sujet, par exemple, sur lequel on a eu des engagements des différents ministres de la mer, mais qui ne s'est pas concrétisé. Donc aujourd'hui, la représentation des marins en France n'est pas garantie. Ça, pour moi, c'est un véritable sujet. Mais au-delà de ça, sur la question du dumping social et sur celle de la collaboration entre inspection du travail et inspection des affaires maritimes. Cette collaboration, elle date non pas de la loi Le GAC et de la volonté d'encadrer le transmanche, elle date au minimum du Fonds de tenue maritime. C'est un sujet qui a été porté notamment par les organisations syndicales au Fonds de tenue maritime. Et c'est vrai que, malheureusement, ça met un peu de temps à se mettre en œuvre. Mais ça avance, et tant mieux. Et au-delà de ça, sur le plan européen, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a plusieurs étages sur la fusée. Je pense qu'il y a des étages qui sont tellement longs à être construits qu'il faut commencer dès le début. Sur le plan européen, syndicalement, monsieur a cité le ministre Vidalis, en 2016. On a essayé d'avancer au plan européen et syndical, en intersyndicale complète, en 2016, en essayant quelque part de construire la notion de cabotage communautaire, d'eau communautaire. Si certains étaient là, ils s'en souviennent. D'eau communautaire. Alors, ça n'aurait pas réglé le problème avec le pavillon chypriote, c'est certain, mais c'était l'idée de dire, déjà, on commence par les fondations, et puis ensuite, on travaillera à relever les standards des différents pays communautaires. Et malheureusement, ce sujet a été un échec. Bon, on aurait pu être un peu plus soutenu par les armateurs à l'époque, je pense, en 2016. Peut-être que vous ne voyiez pas le problème venir. Le dumping social, quelque part, on le voit aussi pratiqué dans d'autres secteurs des transports. On a parlé de transport routier, mais dans le transport aérien, c'est pareil. Hein, les compagnies low cost, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le maritime. En fait, c'est une duplication du système low cost aérien qui a importé dans le monde maritime. Et quelque part, nous, on a fait ces alertes-là. Bon, malheureusement, la volonté politique, au gré des agendas, puis même récents, elle est un peu retombée. Mais voilà, moi, si je peux appeler quelque chose, c'est
reprendre les efforts au niveau européen. Même nous, au niveau de la Fédération européenne des transports, au niveau de ETF, on avait réussi à construire quelque chose sur le plan syndical, même si c'est pas toujours facile avec nos camarades des pays du Nord, parce qu'effectivement, là-bas, la tradition contractuelle, conventionnelle est très différente de ce qu'on pratique aujourd'hui en France. Hein. Citation d'Armateur de France, mais ils ont d'autres habitudes, ils ont des accords bilatéraux, des accords entre pays, entre compagnies maritimes et entre services portuaires, voilà, que nous, on n'a pas du tout. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même qu'on continue d'avancer, et je pense que nos camarades, en tout cas sur le plan syndical nordique, étaient quand même prêts à avancer là-dessus. Le pavillon français, c'est un modèle à défendre globalement. Là, on parle du dumping social, on parle du social, bien sûr, donc de la formation et de l'excellence du marin français, mais c'est aussi un modèle environnemental, c'est un modèle de réglementation, c'est un modèle d'excellence avec un savoir-faire qu'il faut en permanence expliquer pour convaincre. Et je sais qu'on a des parlementaires qui sont très mobilisés, mais c'est un combat à tous les niveaux et à tous les étages. Par contre, là où il faut vraiment expliquer, là où il faut vraiment convaincre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pavillon français? Moi, on me pose encore la question, y compris dans les médias, dans la presse, donc, auprès du citoyen. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un pavillon français? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un marin français? Vous vous souvenez du débat sur la taxe au tonnage? Alors, certes, donc là, ça nous éloigne un petit peu du modèle social, mais tout ça fait partie d'un paquet d'ensemble. Si on défend le pavillon français, c'est parce qu'on pense qu'on a besoin de navires français, parce qu'on pense qu'on a besoin de marins français, que c'est utile pour notre souveraineté, que c'est utile pour sécuriser nos approvisionnements, parce que la France a besoin de cette capacité d'ailleurs donc à se projeter sur nos eaux côtières et littorales, à faire le lien avec les pays voisins, mais aussi à aller s'approvisionner de par le monde avec une capacité française sous pavillon français. Et c'est ça qu'il faut vraiment rappeler à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on mène cette politique? On a une politique publique qui est forte en matière de défense du pavillon. On l'a vu avec les exos de charge. Donc, en effet, si à un moment donné, quelqu'un nous dit est-ce que c'est aussi pertinent que ça? Il faut qu'on soit à même de répondre et de porter les armes ensemble. C'est la parole que porte le... Absolument, merci. Effectivement, merci Eric, et je ne peux que soutenir ce que tu viens de dire. Le cluster est là effectivement pour ça. Moi, ce que je retiens de cette première partie de la matinée, oui, il faut intensifier les contrôles. Monsieur le député, vous le dites, et vous avez bien raison, et sinon cette loi, elle risque d'être, je dirais, de disparaître dans son intensité. Donc il faut continuer et il faut en parler, il faut communiquer dessus. Une fois que les résultats sont sortis, il faut faire ce lobbying dont on parle, en parler auprès du grand public, intervenir auprès de l'Europe, vous l'avez dit. Alors, est-ce que c'est double étage, est-ce que c'est en parallèle, peu importe, mais en tout cas, c'est évidemment dans la même seringue. Et puis, Pierre, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, moi, j'ai noté aussi cette forme de concurrence un peu non loyale, complètement déloyale, où on a parlé tout à l'heure de la méridionale, entre autres, hein, où finalement, sur un même territoire, on se retrouve en intra-européen avec des prix qui ne sont pas du tout cohérents entre deux ou trois entreprises, enfin, deux groupes, on va dire, et je dirais avec une logique qui nous dépasse. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, alors ici vous êtes évidemment au 47 rue Monceau, il y a le cluster maritime français et on sera là, on est là, vous savez qu'on prend la parole et le sujet qu'on évoque ce matin et au travers de ces 7e rencontres, qu'on commence à effleurer, qui est effectivement ce dumping social encore toujours est présent. On vous aidera à le porter évidemment de manière organisée, coordonnée, puisque c'est effectivement dans le cadre de ces rencontres qu'on peut le faire et on conduira effectivement à le porter. Donc, en tout cas, le cluster est là et c'est complètement ce que disait Eric. On porte depuis des années, depuis 20 ans, y compris depuis que je suis là, la question de la souveraineté maritime et de la souveraineté française. Hein. L'économie française, évidemment, dépend très fortement de cette économie maritime. Et ce matin, vous êtes en train d'en témoigner encore un aspect. Donc, on sera là, évidemment, pour prendre la parole et porter, je dirais, ce combat. Voilà. J'appelle de la rue. je vais remonter sur ce que dit Eric, parce qu'en fait, Bonjour Jean-Marc, on vient de passer notre 7e rencontre sur le dumping social sur le transmanche. Êtes-vous content?
Et qu'avez-vous retenu de cette rencontre? Content, non, parce que j'aurais bien voulu que cette rencontre ne soit pas nécessaire, c'est-à-dire que le dumping social sur le transmanche n'existe jamais. Certains opérateurs ont choisi changer la donne en 2021, puis ensuite en 2022 avec le sinistre P&O. Et ma responsabilité, celle des représentants syndicaux, celle des armateurs, c'est évidemment de travailler à faire en sorte que ce sujet ne puisse plus jamais avoir lieu, c'est-à-dire le licenciement de 800 marins en l'espace de quelques minutes, et en même temps que les entreprises françaises et le salarié français, avec ces conditions sociales, puissent continuer à être l'acteur majeur du transmanche, puisque c'est encore le cas. Mais les conditions, comment dire, de compétitivité ne sont pas réunies. Alors, c'est vrai que, pour le coup, on a surtout travaillé autour de la loi Le Gac ce matin, que Didier a rappelé la manière dont elle a été obtenue, et ensuite, donc, pour arriver justement à son application et les contrôles nécessaires. Bon, c'est vrai que pour le coup, elle ne travaille pas sur un aspect compétitivité directe, à part sur le fait du salaire minimum, mais sur un problème de sûreté maritime. Et ça a été rappelé aussi par les affaires maritimes que aujourd'hui, le régime d'embarquement qu'il y a eu sur 2 compagnies, du transmanche, ne permettent pas d'assurer une sécurité maritime du fait de la fatigue des marins qui sont sur ces navires. Alors Eric Banel nous a quand même fait de belles annonces avec 1 voire 2 contrôles imminents. Qu'est-ce que vous attendez de ces contrôles et qu'est-ce que vous pensez des conséquences de ces contrôles? D'abord, on peut pas conclure un contrôle avant que le contrôle ait eu lieu. Donc j'espère que la loi s'applique, c'est-à-dire que les armateurs, certes qui étaient récalcitrants à la signature de la charte proposée par le ministre Berville et le ministre de la Mer et ensuite la loi Le Gac, j'espère quand même que aujourd'hui ils respectent non seulement la loi française mais aussi la loi britannique, puisque quelque part c'est pas parce que ils sont pas d'accord que ils n'appliquent pas la loi. C'est pas parce qu'on est contre le 80 km/h sur les départements qu'on ne doit pas appliquer la loi et respecter la réglementation de vitesse. Donc ici c'est pareil. Donc maintenant, justement, s'il y a des radars sur les routes, c'est pour contrôler que les gens respectent la loi. Et ici c'est pareil. Moi j'ai pas de difficulté à avoir un contrôleur venir chez Brittany Ferries et j'espère que ces armateurs accepteront aussi de se soumettre au contrôle et surtout de se soumettre aux conclusions du contrôle si les conclusions démontrent qu'ils ne sont pas safe avec la loi. Justement, parce que ça a été quelque chose qui a été évoqué, c'était de soumettre des compagnies correcte du transmanche sous pavillon français également à ces contrôles pour avoir un petit peu un étalon. C'est ça que vous attendez, être un étalon? Comme je dis, il n'y a pas de raison que Brittany Ferries ou d'autres soient pas contrôlés. Nous, on a des contrôles et on les acceptera sans problème et on acceptera leurs conclusions. Par contre, c'est vrai que ce qui a été rappelé par notamment un représentant d'organisation syndicale, si le ministre nous parle de 2 contrôles dans le premier semestre 2024 et qu'il y en a un qui est fait sur un bateau patent pavillon français, c'est vrai que pour le coup, les compagnies qui étaient récalcitrantes à l'application de cette loi, ou du moins à cette loi et à la charte, eux pour le coup seront pas très contrôlés. Donc c'est là vraiment que l'efficacité n'est pas complètement démontrée. Donc déjà 2 c'est pas beaucoup, mais en plus si c'est un partage entre un pavillon français et un pavillon chypriote, là pour le coup il n'y a qu'un contrôle intéressant en fait. Alors en parlant de pavillons étrangers, on a aussi évoqué la Méditerranée. Est-ce que vous pensez vraiment à une possibilité d'étendre la loi Le Gac à la Méditerranée? Alors là, je suis pas assez calé. Honnêtement, je pense que, Pierre Moupeux de Vaudeuil l'a rappelé, il y a une task force qui est présidée par le préfet de PACA, donc Monsieur Mirmand. Donc cette task force a l'air de fonctionner, en tout cas c'est ce qu'il nous a dit. Des contrôles ont eu lieu, notamment dans le cadre de la loi d'état d'accueil. Là, je suis pas assez calé pour vous dire si oui ou non la loi de Gac puisse s'appliquer. En tout cas, je dirais que toute réglementation qui va au bénéfice de protéger les marins en général, parce que moi j'ai rien contre les marins de nationalité philippins ou argentins qui sont sur les bateaux P&O ou Irish, absolument rien. Qu'ils travaillent sur ces bateaux ne me dérange pas du tout. Par contre, que ces marins soient aux conditions sociales acceptées au niveau de l'Union européenne et pour un ressortissant européen, là pour le coup j'exige que ce soit la même chose pour eux. Merci Jean-Marc, à très bientôt. Merci. Thank you.